Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Dominique Saurin, le nouveau préfet. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le préfet, on va rentrer évidemment dans le vif du sujet. Hier, l'intersyndicale et le collectif, hier soir, annoncent une levée des barrages. Ce matin, on a nos correspondants qui ont fait le tour. C'est pas le cas. Coconi, Tsararano, 2 barrages à Tsararano, le Nord. Bref, il y a encore des barrages. C'est pas encore levé. Il faudra du temps. L'important, c'est qu'il y ait eu un appel de l'intersyndicale et des collectifs pour lever les barrages. Ouais. Ça fait suite à nos échanges. Je pourrais revenir sur ce sujet. Et le mouvement est lancé de lever des barrages. Il faut se laisser la matinée pour voir comment la situation va évoluer. Mais c'est ça qui est positif. C'est ce qu'attendaient beaucoup de Mahorais. C'est de pouvoir recirculer librement sur l'île pour des raisons aussi de santé. J'étais hier à l'hôpital. Ces barrages avaient des conséquences en matière de santé. C'est important aussi pour la vie des entreprises, c'est important pour les enfants, pour qu'ils puissent retourner à l'école dans les meilleures conditions possibles. Donc le mouvement est lancé. Cela correspond aussi à ce qui avait été convenu, puisqu'il avait été, l'intersyndicale et les collectifs avaient dit que lorsque le délégué du gouvernement arriverait, ces barrages pourraient se lever. Nous avons eu un dialogue, on a beaucoup discuté ces derniers jours, je les ai vus à plusieurs reprises, de longues heures, on a parlé de sécurité, lutte contre l'immigration clandestine. Et je crois que maintenant on est lancé, c'est une question aussi de rétablissement de la confiance entre l'État, entre le collectif et l'intersyndicale. Nous devons travailler maintenant sur un certain nombre de sujets. Il y a une plateforme qui est l'un des éléments de discussion aussi, cela a été dit, je leur ai confirmé. Donc maintenant, travaillons aussi pour l'avenir de Mayotte. Alors, vous le disiez tout à l'heure, mais cette grève, elle a démarré par les chauffeurs de bus. Vous connaissiez le problème, vous étiez directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer, donc la problématique Mayotte, vous la connaissez. Mais ces chauffeurs de bus, en tout cas, on a eu Mathis ce matin au téléphone, en direct, ne pourront jamais reprendre le travail. À partir du moment où il n'y a plus de barrage, ça ne sera pas avant 48 heures après, c'est-à-dire vendredi. Ça veut dire que cette semaine, elle a encore cramé pour les gamins, pour l'école. Oui, bien évidemment, cela fait plusieurs semaines qu'il y a eu ces blocages. La vie normale ne va pas revenir du jour au lendemain. C'est bien évident. Mais on va tout faire aussi, puisque vous parlez des transports scolaires et du monde scolaire, qui est un point, je l'ai constaté, en discutant non seulement avec les organisations, mais j'ai eu des contacts dans la rue quand je suis arrivé sur les barrages. Puis j'ai rencontré aussi quelques personnes, depuis beaucoup de personnes même depuis mon arrivée. C'est la sécurité qui est au cœur, qui est l'inquiétude dans la vie quotidienne des Mahorais. Ça, on doit y répondre. L'État doit y répondre. Alors parlons-en, monsieur le préfet. Parlons-en de cette sécurité. Qu'est-ce que là, à la minute où on parle, quelles décisions ont été prises et mises en application ? Alors, surtout, ce que j'ai souhaité faire, c'est mettre en application, renforcer les moyens au quotidien des forces de sécurité, que ce soit de la police ou de la gendarmerie, pour faire en sorte que les gens circulent normalement. Ça, c'est une question de patrouille, de visibilité aussi des uniformes. Alors, est-ce que c'est de la visibilité ou du vrai renfort ? Mais c'est du renfort aussi, parce qu'on a eu des moyens supplémentaires, alors, sauf que maintenant, si les barrages sont levés, je vais pouvoir affecter aussi à d'autres activités les forces de sécurité. Bien sûr. Bien évidemment. Donc c'est ça. Donc c'est un renforcement des patrouilles, la visibilité de ces patrouilles, pour limiter les faits de violence. Notamment, il y a eu beaucoup de vols avec violence, téléphone, de la petite délinquance, mais violente. Qui est très perturbante. Alors, sur les renforts, c'est combien de personnes ? Ce qui a été fait là récemment, c'est l'envoi supplémentaire d'un escadron de gendarmerie mobile, 80 personnes, et après on va avoir un certain nombre de renforts qui vont arriver pour notamment doter des unités un peu spécialisées. Il va y avoir une brigade cynophile avec les chiens, police, il va y avoir des renforts aussi de gendarmerie, il va y avoir une vingtaine de gendarmes qui vont arriver dans les brigades. Donc il s'agit aussi de mieux s'organiser pour faire face à ces problèmes de violence. Et notamment, dans le domaine scolaire, ça avait été l'un des points, ça avait été annoncé par la ministre Annick Jardin lorsqu'elle était venue, enfin suite à sa venue, c'est renforcer la présence des forces de sécurité autour des établissements scolaires et dans les transports scolaires. Vous parliez des transports tout à l'heure.
nous renforcerons la présence des gendarmes, des policiers aussi, dans ces transports scolaires. D'ailleurs, les violences avaient commencé. C'était un jeune adolescent qui avait été grièvement, plus que grièvement blessé, puisqu'il était dramatique, était tétraplégique à la suite de l'agression. Oui, hein, c'est pas normal, des situations de ce type. Je le répète, on ne peut pas vivre de cette façon. Avec l'angoisse, je comprends l'angoisse des parents, des mères de famille, vis-à-vis pour leurs enfants. Donc on va renforcer aussi, et ça j'y veillerai personnellement là, dans les jours qui viennent, cette présence des forces de sécurité. Après, il y a des opérations de plus long terme. Notamment, on va mettre en place, on a discuté avec l'intersyndicale et les collectifs, c'est la question des destructions des habitats illégaux. On a parlé de là, on est dans l'immigration. On est dans l'immigration, c'est un autre sujet. Ouais. Donc ça, sur les questions de sécurité, donc c'est davantage de présence des forces de sécurité. Après, il y a des décisions qui se feront sentir à moyen terme. C'est par exemple la création d'une brigade à Koungou, de façon à avoir des gendarmes qui soient beaucoup plus proches de leur lieu d'intervention. Ouais. Donc c'est toute une série de mesures de ce type en termes d'organisation qui va se mettre en place, qui va se renforcer dans les semaines qui viennent, grâce dans certains cas à certains effectifs. Je vous parlais de la présence de cet escadron de gendarmerie mobile. Qui reste que jusqu'en juillet, monsieur le préfet. Alors, cet escadron sera prolongé. D'accord. Et ça va nous permettre aussi d'avoir une meilleure marge de manœuvre. Ça veut dire quoi? Qu'on aura des patrouilles dans la rue? Vous parlez de visibilité tout à l'heure. Ça permet d'avoir il faut rassurer la population. Ça permet d'avoir des patrouilles plus fréquentes. Alors, selon les pays, ça peut être dans la rue, ça peut être des patrouilles, ça peut être des patrouilles à pied dans certains cas, ça peut être des patrouilles mobiles, mais c'est pas de la garde fixe. Hein. La garde fixe, ça n'a pas d'intérêt. Il faut que les forces aient une certaine mobilité pour pouvoir intervenir. Alors, un autre point qui fait partie des piliers des revendications de Mayotte, l'immigration. Vous commenciez effectivement à l'aborder, l'immigration et avec ce qui va avec, hein, les habitations, les fameux bangas. Il y a un truc que je ne comprends pas bien, monsieur le préfet. Aujourd'hui, dans le Nord, on voit des gens... On le voit, on les filme, donc c'est pas, on n'invente rien. Des gens qui vont demander à des personnes en situation irrégulière de quitter leur banga, certains appellent ça du décasage, de quitter leur banga et remettre ces personnes aux gendarmes. Pourquoi c'est à la population à faire le travail des gendarmes, de l'État en fait? Alors aujourd'hui, nous sommes dans une situation, pour le dire, difficile. Oui. Pourquoi? Parce que les autorités comoriennes refusent la réadmission de leurs nationaux comoriens qui sont reconduits de Mayotte vers les Comores parce qu'ils sont en situation illégale. La ministre avait annoncé, le gouvernement avait annoncé un renforcement des mesures de lutte contre l'immigration illégale. Le gouvernement français agit en ce moment pour que les Comores reviennent immédiatement sur leur décision. Pourquoi? Parce que cette situation n'est pas admissible. Un État doit réadmettre ces nationaux qui sont en situation illégale sur le territoire d'un autre État. Donc cette action se fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile pour procéder. D'ailleurs, nous avons, au sein du centre de rétention ou en zone d'attente, nous avons plusieurs dizaines de personnes qui sont en attente de leur reconduite vers leur pays, vers les Comores. Donc ça, cette situation, il faut qu'elle redevienne normale pour continuer à ce que ces flux de reconduite se fassent. Qu'il s'agisse des personnes qui sont interceptées lorsque les Kwassa arrivent sur Mayotte, ou lorsque des opérations de lutte contre l'immigration clandestine se font à terre aussi. Oui, parce qu'il faut qu'ils puissent repartir. Mais... Parce que ça doit se faire, à terre. Puisque les Comores ont bloqué. Mais là, nous sommes dans cette situation de blocage et il faut que ça se débloque très rapidement. Par des actions diplomatiques. Aujourd'hui, ça ne se règle pas ici à partir de, c'est le Quai d'Orsay qui va gérer ça. C'est le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, c'est le gouvernement qui agit dans son ensemble sur ce sujet parce que c'est un sujet central. Donc pour parce que cette situation ne peut pas continuer. Évidemment. Donc pour l'instant, on attend. Il faut se le dire, mais on attend, oui, qu'on puisse le faire. C'est pour ça, notamment, les juges ont décidé le maintien en rétention d'un certain nombre de personnes qui étaient au CRA, ou maintenant ils sont quasiment tous au CRA. Alors ça c'est clair, mais ma question tout à l'heure c'est pourquoi c'est la population qui est obligée de sortir les gens des bangas pour les remettre aux gendarmes? Pourquoi ce sont pas, pourquoi c'est pas l'État, les forces de l'ordre à faire ce travail? On pousse les Mahorais à faire quelque chose qui est
qui n'est pas Pourquoi? terrible. Parce que c'est vrai que ce n'est pas la population de le faire, parce que les forces de sécurité Oui. doivent le faire. Mais c'est parti de ce sentiment, et ce que j'ai perçu, Oui, oui, bien sûr. à mon arrivée, bien sûr, à Mayotte, que c'était un sujet central pour l'île. Parce que c'est la peur de perte, je dirais, de son identité, de par l'arrivée massive. Lorsqu'on a 45% de la population, c'est à peu près ça, alors les chiffres peuvent varier, mais c'est à peu près ça, d'un territoire qui est constitué de ressortissants étrangers, dont une grande partie est en situation illégale, ce n'est pas une situation durable. Et ça, il faut que nous puissions adapter maintenant notre action à cette situation, de façon justement à apaiser et à faire en sorte que les Mahorais se sentent rassurés quant à la position de l'État sur ce sujet. Ça veut dire quoi? Que ça sera plus compliqué d'avoir un titre de séjour? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentre, je dis bien qui rentre en situation irrégulière sur le territoire français, ici à Mayotte, au bout d'un an, il a un titre de séjour. Alors qu'il est rentré en situation irrégulière. Ceux qui arrivent de façon illégale n'ont pas vocation à avoir automatiquement un titre de séjour. Voilà, je crois qu'il faut être bien clair sur ce sujet. Ça sera plus compliqué d'obtenir un titre de séjour? Après, il faut tenir compte d'un certain nombre de situations, pas des situations familiales, des situations de ce type, mais il n'y a pas vocation à obtenir un titre de séjour, une régularisation de leur situation. Et au contraire, je rappelle quand même qu'il y a eu sur l'année 2017, il y a dû avoir à peu près 18 000 reconduites à la frontière. C'est le chiffre le plus important de toute la France. Donc il faut que cet effort continue. Et selon le général Lambert, il y aurait grosso modo entre 25 et 30 000 personnes qui rentrent par an. Donc difficile à chiffrer. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on doit améliorer notre action de surveillance en mer. Notamment, on va renouveler une partie des bateaux des intercepteurs. On a obtenu une accélération des livraisons de ces bateaux. On devra en recevoir deux intercepteurs nouveaux au mois de juillet pour avoir une meilleure permanence à la mer. C'est l'utilisation, mais aujourd'hui c'est des faits limités, d'un patrouilleur de la marine nationale. Et c'est aussi l'organisation d'opérations à terre, notamment sur Msamboro. Je suis allé survoler l'îlot avec le colonel de gendarmerie il y a 2 jours pour voir comment justement renforcer des opérations plus combinées, je dirais, entre différentes forces pour améliorer notre efficacité. De la même façon, ça suppose une action de la PAF qui reçoit aussi quelques moyens qu'on réorganise pour être en capacité de se projeter, d'être sur le territoire, mais ils le sont déjà très actifs. Et également, dans les mesures que j'ai annoncées, c'était déjà envisagé, mais là maintenant ça va se faire tout de suite, c'est réactiver un groupe spécialisé dans la lutte contre les filières et l'immigration clandestine, parce qu'il y a toute une activité économique de passeurs là-dedans. Faut quand même le dire. Il y a une enquête en cours, ça a été dans les médias. Il faut quand même le dire, vous le savez, c'est un peu plus compliqué, c'est pas des gens de l'extérieur qui font ça. Il y a même certains policiers de Mayotte. Hein, c'est l'enquête qui le dit. Je vous laisse le soin de le dire, j'ai pas d'éléments en la matière, mais ce groupe sera chargé donc sera composé de policiers, de gendarmes, de représentants de la direction du travail, de représentants des finances publiques. C'est le GIR. C'est l'ancien GIR. Qui n'a jamais été arrêté, qui a été mis en sommeil. Donc là, il est réactivé. C'est l'ancien GIR qu'on va baptiser différemment, qui est réactivé, mais qui va être spécialisé dans l'immigration. Sur les enquêtes. Parce que les GIR ont aussi d'autres activités, notamment sur les fraudes, en matière financière, notamment en délits financiers. C'est un sujet à Mayotte qui existe, il ne faut pas se le cacher, mais pour moi, la priorité, c'est l'immigration. Et ces filières qui sont organisées, parce que ce sont des filières, c'est une activité aussi économique en la matière. Il ne faut pas se le cacher. Il y a certains Comoriens qui travaillent sur le territoire mahorais. Il y a des Comoriens ici qui travaillent en termes de réseau, vous voulez dire? Non, qui ne travaillent pas en termes de réseau, mais aussi qui sont employés par vous le savez très bien. C'est tout un système également sur lequel il faut pouvoir agir. Donc ça, c'est un élément fort aussi en la matière. Alors bien sûr, c'est conditionné tout ceci au rétablissement des reconduites de Mayotte vers les Comores, d'où cette action diplomatique qui est menée. Alors je sais que c'est ici, vu de Mayotte, c'est compliqué de se dire pourquoi les Comoriens ne cèdent pas. C'est un bras de fer.
il y a un épisode un peu difficile en la matière. Je ne sais pas si c'est un bras de fer. Mais en tout cas, il faut qu'on revienne à cette situation normale. Un bras de fer, on l'appelle bras de fer ou pas, tout de même, entre la 5e puissance mondiale et l'un des pays les plus pauvres au monde. Et ils nous tiennent. C'est pas qu'ils nous tiennent, c'est que c'est un pays indépendant. Ouais. Et qui utilise, nous, la France, on pourrait pas reconduire les gens. Qui utilise les possibilités qui sont à sa disposition. D'où des actions résolues du gouvernement français sur les visas, sur l'ambassadeur a été convoqué. Donc j'espère que la situation va s'éclaircir dans les jours qui viennent. Parlons d'une inquiétude qui, on ne sait pas d'où c'est né, si ce n'est de quelques articles dans le national, des journaux nationaux. Mayotte département, ce gouvernement aurait l'idée de faire une confédération de l'archipel des Comores. Info, intox, une bonne fois pour toutes. Oui, ça c'est pas une information officielle. Ça, il faut être très très net là-dessus. J'ai vu. Mais est-ce qu'ils ont vraiment ça? Non. Ça c'est une information. J'ai vu à mon arrivée. Oui. J'ai vu l'ampleur de ce qu'a produit certains articles en la matière. Et j'ai tenu à rassurer tout de suite, dans les différents contacts que j'ai eus. C'est une question qui m'a été posée, même sur laquelle j'ai passé dans différentes réunions beaucoup de temps. Et à juste titre d'ailleurs, je le comprends, parce que peut-être pas mesurer l'ampleur de cette question. Et je l'ai dit, et j'ai dit à l'intersyndicale, j'étais prêt d'ailleurs à leur signer un document en leur disant qu'il n'y avait aucune remise en cause prévue du statut de département de Mayotte. Sauf si les élus le demandent. Bien évidemment. Mais sauf si les élus le demandent. Et notamment, qu'est-ce qui peut être demandé par les élus? Mais c'est pas une évolution en termes de départementalisation. Aujourd'hui, la collectivité de Mayotte, le conseil départemental, a les compétences d'un département. Mais il y a certaines compétences qui relèvent aussi de ce qu'on peut appeler le niveau régional, notamment en matière économique. Et on peut très bien imaginer, et certains élus d'ailleurs qui le demandent, c'est que la collectivité de Mayotte prenne ses compétences. Alors, dans les départements d'outre-mer, il y a des situations différentes. La Réunion, il y a un conseil régional et il y a un département. En Guadeloupe, il y a un conseil régional, un département. Là, et en Martinique et en Guyane, il y a une assemblée unique. Donc, ça serait une assemblée unique qui existerait à Mayotte, qui aurait les compétences à la fois départementales et régionales. Et ça, il faut que j'en discute avec les élus. Les compétences et les moyens qui vont avec, parce que les moyens qui vont avec. Après, ça fait l'objet d'une discussion pour savoir ce qu'on appelle la décentralisation, le fait de donner des compétences aux collectivités. Ça s'est pas fait non plus en une semaine, sur l'ensemble du territoire national. Donc ça demande du temps, ça peut être progressif. Donc c'est ça dont il va falloir discuter. Mais je tiens à assurer fortement les Mahoraises et les Mahorais qu'il n'y a aucune remise en cause prévue du statut de département. Enfin, ça n'a jamais effleuré l'esprit c'est clair. Et ça, je le dis et je le... Et vous confirme. Ouais. Monsieur le préfet, économie, vous en avez parlé. La situation est grave à Mayotte. Je sais que vous vous en êtes rendu compte. Vous avez reçu tout un tas de personnes qui sont venues vous l'expliquer. On était tout à l'heure en temps de parole avec la présidente du MEDEF, Carla Beltus. Deux étapes dans cet entretien, monsieur le préfet. La première étape, les questions d'urgence. Comment on peut faire en sorte que les entreprises ne se cassent pas la gueule demain matin? Pas de dépôt de bilan demain matin. Quand je dis demain matin, c'est cette semaine. Ça, c'est les situations d'urgence. On parlera après de la relance. Mais déjà, l'urgence, qu'est-ce qu'on peut faire? En effet, il y a deux aspects. Sur l'urgence, j'ai reçu aussi l'ensemble du monde économique, qui est uni aussi à Mayotte. Et ça, c'est un point extrêmement positif. C'est que j'ai noté une large union de l'ensemble des parties prenantes, quels que soient les secteurs, quelles que soient les familles. C'est pas négligeable. Et nous avons parlé des mesures d'urgence. Parce qu'il faut mettre en place des mesures d'urgence. Donc, nous avons commencé à regarder, alors ça passe par des délais très souvent pour le paiement des cotisations ou des impôts dus. Donc des moratoires. Des étalements, des moratoires sans pénalité, avec un accompagnement. Ça passe par le chômage partiel. Et j'ai demandé à ce titre à ce que les services de la DIEC, donc la direction du travail, apportent tout leur appui aux entreprises, parce qu'ici on a surtout des petites entreprises à Mayotte, qui n'ont pas forcément
je dirais, la connaissance de toutes les procédures, L'activité partielle, existantes. Il faut, Carla Belgius le disait tout à l'heure, il faut la trésorerie pour le faire, parce que l'activité partielle, on paye un salarié à rester chez lui à hauteur de 70%. C'est ce que nous regardons, mais c'est un bon outil qui a fonctionné. Oui. Et l'activité partielle, dans tous les secteurs où il y a eu des crises climatiques aussi, parfois on l'a utilisé, c'est quelque chose qui a fonctionné. Bien sûr. Donc on va faire l'accompagnement des entreprises. On va tout faire pour accompagner les entreprises. Donc il va y avoir une série. C'est aussi des délais pour aussi les dédouanements, pour l'arrivée des marchandises, enfin, etc. Donc on va essayer de faire le maximum pour cela pour les entreprises. Ensuite, je vais organiser, d'ici à peu près une semaine, une réunion de place avec les banques et l'AFD pour examiner la situation des entreprises, pour voir comment on peut aussi leur donner un peu d'oxygène. Notamment avec des prêts qui peuvent être mis en place par la BPI, la Banque publique d'investissement, qui permet d'intervenir. Et surtout, j'ai indiqué aux entreprises qu'elles nous communiquent si elles connaissaient telle ou telle entreprise en situation plus difficile, qu'on puisse regarder, je dirais, individuellement leur situation dans les plus brefs délais. Parce qu'on doit le faire, on doit accompagner le développement économique de Mayotte. Et ces blocages ont perturbé la vie économique qui est déjà fragile sur le territoire. Donc il nous faut continuer à travailler, les services de l'État seront aux côtés des entreprises, mais il faut penser aussi à l'avenir. Vous le disiez, il faut penser, alors, au plan national, nous sommes en train de travailler, dans le cadre des assises de l'outre-mer, à la revue des aides aux entreprises. Aides, que ce soit les exonérations de charges sociales, que ce soit les crédits d'impôt, notamment en compétitivité emploi. Et Mayotte avait un système particulier en la matière, un régime particulier. Donc nous allons rapidement, et quand je dis rapidement, c'est dans le mois, dans le cadre du plan sur lequel nous travaillons d'ores et déjà, voir comment on pourrait mettre en place un dispositif particulier pour Mayotte. Alors, dispositif particulier, la relance, il va falloir, là on est dans l'urgence, maintenant, là, on le dit souvent, la grève va s'arrêter tôt ou tard, et on espère le plus vite possible. Les barrages vont se lever tôt ou tard, et on espère le plus vite possible. Et après, comment on relance l'économie? Comment on fait pour que cette économie reste stable et durable? Alors, quand je parlais à l'instant d'aide de dispositifs durables, ce sont des dispositifs qui ont vocation à faire baisser le coût du travail, et notamment en baissant les charges sur les entreprises. Donc ça, c'est le cœur des dispositifs qu'on met. Mais ça, c'est dans l'urgence ou pour tout le temps? C'est pour tout le temps. Ah, donc les charges pour les entreprises vont baisser aujourd'hui? Non, c'est pas ça, c'est pas ce que je dis. D'accord. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent d'exonération de charges sociales, de crédit impôt, compétitivité emploi pour les entreprises. Okay. C'est le système actuel. Ouais. Ce système actuel s'arrête à la fin de l'année, pour des raisons de choix nationaux d'ailleurs, qui ne concernent pas que les Outre-mer. Et le ministère de l'Outre-mer est en train de travailler un nouveau dispositif qui reprendrait ça, peut-être qu'il aménagerait, pour voir comment aussi, pour faire baisser donc le coût du travail, pour qu'il y ait un effet, parce que c'est ça la conséquence, soit sous forme d'exonération de charges sociales, soit sous forme de crédit d'impôt, de façon à ce que on puisse avoir un dispositif qui facilite donc l'activité économique à Mayotte. Mais ça suppose aussi une réflexion, parce qu'on ne dit pas quelle activité économique, c'est quel secteur privilégié. Par exemple, le tourisme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le tourisme? C'est une question qui... Mayotte, c'est superbe, c'est splendide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer ce secteur économique? C'est une action de plus grande ampleur. Ça suppose de la formation. Pour le personnel qui travaille, qui pourrait travailler dans ce secteur. Donc il y a beaucoup de choses à faire aussi sur le développement de Mayotte et sur le développement de l'activité économique. C'est quel secteur, qu'est-ce qu'on peut faire à chaque fois, quelle solution apporter? Est-ce qu'on peut faire là, on peut imaginer une relance économique à Mayotte par des grands travaux? Est-ce que ça c'est possible? Alors, c'est la relance. À La Réunion notamment. La relance par des grands travaux, c'est parce qu'il y a des grands travaux à réaliser. Oui. Alors ça, c'est un autre sujet sur lequel nous travaillons d'ores et déjà. Enfin, on a commencé à travailler. C'est pas que des sujets entièrement nouveaux. Et il est nécessaire, et c'est pour Mayotte, d'avoir de nouveaux équipements. Ça sera l'un des éléments du plan. Alors, on l'a pas baptisé. Je l'ai dit, ça sera le plan de développement, le plan pour l'avenir de Mayotte. Oui. Il y a des équipements qui sont nécessaires, des équipements hospitaliers. Il y a déjà une décision, construction d'un hôpital sur Petite Terre. Il va falloir aussi
moderniser l'hôpital à Mamoudzou. Il y a des questions aussi. Mais tout ça, c'est déjà dans les tuyaux, hein, monsieur le préfet. Là, il n'y a rien de nouveau. Les décisions ne sont pas prises. Si, sur l'hôpital de Petite-Terre, la décision est prise. Sur l'hôpital de Mamoudzou, la décision est à venir et sera prise. Ça en fait partie. Et ça, il faut le garantir et le consolider. Je vais prendre d'autres exemples en matière de réseau routier. Il faut impérativement moderniser le réseau routier de Mayotte. C'est l'un des sujets sur lesquels nous travaillons. Il y a la question de l'eau potable aussi à Mayotte. C'est une nécessité d'améliorer. Il y a eu 6 mois de restrictions récemment. Bon, en même temps, on a des retenues collinaires qui sont alors, pleines. elles sont pleines. J'ai vérifié, elles sont pleines. Elles sont pleines à craquer. Oui. Et le mot craquer n'est pas innocent, il va falloir surveiller ça de très près aussi. Hein. Mais s'il y a une sécheresse, on va se retrouver dans la même situation, même si là, elles sont pleines, et c'est très bien. Et si nous sommes garantis jusqu'au mois de mars de l'année prochaine, je crois, on a à peu près un an devant nous, un peu moins d'un an, il faut travailler sur l'eau potable et sur l'assainissement. Le logement aussi, le logement. Il y a une nécessité de logement sur l'île, de logement adapté aussi aux besoins de l'île. On construit un peu moins de 300 logements sociaux par an. Donc oui, il y a de l'activité économique, pour répondre directement à votre question, il y a de l'activité économique possible à partir de ces investissements qui sont nécessaires pour les Mahorais. Une question qui revient systématiquement dans tous les SMS et mails que l'on reçoit. Application des décisions de justice. Qu'est-ce qui va changer par rapport à ce qu'il y avait jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, il y avait des décisions de justice et pour des risques de troubles à l'ordre public, ce qu'on peut comprendre, certaines décisions ne sont pas appliquées, notamment sur la destruction de certains bangas, etc. Est-ce que maintenant, vous allez appliquer les décisions de justice? Alors, les décisions de justice s'appliquent par principe, pas tout le temps. En droit. Et je l'ai indiqué, il y aura des applications en matière de destruction d'habitat illégal, puisque nous serons le 15 avril, ça sera la fin de ce qu'on appelle la trêve cyclonique. Donc à partir de ce moment-là, nous avons un certain nombre d'opérations qui sont abouties et qui les décisions seront appliquées. Clairement, à partir donc du 15 avril. Ce ne sera pas le 16, mais bien sûr. Vous y croyez? Mayotte, on peut arriver à s'en sortir, à relancer, parce que ça va laisser des traces, tout ça, monsieur le préfet. Tout ce qu'on vit là aujourd'hui, ça va laisser des traces. Vous y croyez? Mais si je suis venu, c'est que j'y crois. C'est aussi parce qu'on me l'a demandé. On me l'a demandé, mais je suis venu aussi. Je suis venu. Bien sûr. Je suis venu, je l'ai dit, parce qu'aussi j'aime l'outre-mer, j'aime aussi Mayotte. Je suis sensible aussi à la détresse de nos compatriotes ultramarins. Si je suis venu, c'est pour mettre en place un plan. Mais je reste aussi, parce que je suis préfet, pour mettre en application ce plan. Donc j'y crois, j'y crois, et je pense qu'on peut y arriver. C'est pas facile, hein, parce que le défi est immense, le retard est immense. Les attentes des Mahoraises et des Mahorais sont immenses. Mais j'y crois. Et on va tous s'employer, mais il faut tous travailler ensemble. On aura peut-être encore des difficultés, hein, le monde est parfois compliqué. Mais je pense qu'on peut y arriver. Et surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il faut travailler ensemble, c'est-à-dire État, élus, associations, collectifs. On doit partager, j'ai déjà utilisé ce terme, le même référentiel. Le même, et ensuite, une fois qu'on s'est fixé ce cap, c'est le tenir. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci, Dominique Saurin, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.